Manuel, Romain, comment ça va? Ça va. Et vous? Ça va bien, merci, bonjour. Quelle énergie dans ce début de podcast. Merci beaucoup pour ça, Manuel. Avec plaisir. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Merde, on a des mauvais commentaires. On a des haters. Ah, purée. Pire que des mauvais commentaires, nous avons des haters. Tu le crois, ça, Manuel? Écoute, ça me réjouit. C'est en général mes préférés. J'ai noté quelques commentaires négatifs sur le podcast parce que les gens peuvent noter le podcast 5 étoiles de préférence, mais il y a des gens qui n'ont pas tout à fait mis 5 étoiles. Ah ouais? Ils ont mis plus une. Ah, j'ai pas vu ça. Sérieux? J'ai pas fait gaffe à ça. Plus une étoile. Nous avons par exemple podcast stéréotypé de jeunes youtubeurs. Oui, vas-y, si tu continues, celui-là, je l'ai lu. Ah non, c'est tout. C'est tout? Ah oui, il n'a pas développé plus. Ah, ok, alors ça doit être un autre. Ok, vas-y. Il n'a pas développé plus. Tu te sens jeune youtubeur, Manuel? Pas du tout. Très bien. 3 jeunes gens en marche nous racontent leur petite vision étriquée du monde. Voilà, c'est ça celle-là. tombe bien, ils ont un avis sur tout. C'est celui-là que j'avais mémorisé. Ça fait de nous des macronistes. Ah bah j'en ai un qui rejoint cette pensée-là. C'est dommage que ça devienne le Figaro de la tech, ce machin. Tout à fait. Alors là, on est un peu moins macroniste. On serait peut-être le Figaro de la tech. Ça fait quoi? Ça fait Pécresse, ça? C'est quoi? Celui-là, il va te plaire, Romain. Est-ce qu'on peut dire que les youtubeurs travaillent vraiment? Peut-on considérer ça comme un métier? C'est beau. C'est beau. Oui. Donc voilà, nous avons des haters. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous fait du mal? Enfin, pour ma part, je vais pas être très objectif puisque ça fait plusieurs années qu'en étant affiché sur Internet, tu t'ouvres encore plus facilement à la critique et je pense que Internet est encore plus permissif que dans la vraie vie. Dans la vraie vie, oui. si tu commandes quelque chose qui est pas très bon au restaurant, t'as, je pense, pas tous les clients ne vont pas aller voir le chef pour leur dire que c'était pas bon. Il y en a quelques-uns qui vont oser, mais pas tous. Sur Twitter, c'est quand même facile de dire « Ah, mon plat Uber Eats était dégueulasse ». C'est beaucoup plus facile que d'aller voir le chef dans la cuisine et de lui dire que son plat était dégueulasse. Donc, moi, je suis pas choqué. C'est d'ailleurs même plus intéressant que ça comme phénomène. C'est que quand tu as une critique à faire sur un restaurant, tu l'as fait, mais sur Google Maps. Tu vas pas voir la personne en direct. Oui, en général, la violence. Moi, ce qui me rassure beaucoup, c'est que la violence du commentaire ou de la critique est inversement proportionnelle au courage des gens, en règle générale. C'est-à-dire que ceux qui sont les plus virulents online sont en général ceux qui ont le moins de courage dans la vraie vie. Connard. Et qui ont besoin, qu'il est con, qui ont besoin de se cacher derrière un écran et un pseudo pour pouvoir se défouler. Ce qui, du coup, discrédite un peu leurs commentaires. Même s'il faut quand même le dire, il y a quand même de plus en plus de commentaires constructifs et la majorité a commencé à comprendre grâce à beaucoup de youtubeurs, d'instagrammeurs ou autres qui en ont parlé ouvertement et qui ont expliqué à leur communauté justement ce phénomène-là. On a quand même pas autant de commentaires inutiles qu'on avait, Léo et moi, il y a 10 ans, c'était une catastrophe parce que t'avais aucune correction, quoi. Parce que vous êtes vous-même devenu de moins en moins inutile. C'est vrai. C'est vrai aussi. Je les ai pas cités parce que du coup, ils rentraient pas dans le sujet, mais il y a des gens qui ont mis une très mauvaise note sur notre podcast, qui nous écoutent plus maintenant parce qu'ils sont partis du coup. C'est pas sûr d'ailleurs. Qui étaient plus constructifs pour le coup. Ah ouais. Ils avaient réellement un avis avec lequel on adhère ou pas, mais c'était constructif. Mais c'est là l'intérêt de cette question, c'est de se dire critiquer pour critiquer, bon, est-ce que ça apporte quelque chose? C'est-à-dire qu'à un moment, tu prends ton temps, tu vas gerber dans un commentaire. Ouais. Est-ce que ça va pour certains, ça les aide à se soulager, on va dire. Ouais, ça rassure. Mais est-ce que la critique, c'est pas justement essayer de apporter un point de vue qui est peut-être différent, mais dans le but de faire avancer l'autre? Et c'est bien là la différence entre un hater et quelqu'un qui critique. Mais je crois que tout le problème d'un hater, c'est qu'il est plus galvanisé par la destruction que par la création qui est inexistante chez lui. C'est ça qui provoque le hater en fait. C'est qu'il ne fabrique rien, il voit son entourage, il voit les autres autour de lui fabriquer, il y a une espèce de haine où il se dit il faut que moi aussi je construise quelque chose, et ça consiste en la destruction d'autres choses. Je pense que ça vient toujours de là le hater.
Et ça te touche, toi, Léo, par exemple, de lire ça aujourd'hui? Ça m'est arrivé. Après, j'ai confiance en mon travail parce que je sais que j'ai fait les bons choix, en tout cas pour moi. Donc, quand je vois une critique constructive, je la lis, etc. J'en prends pas toujours compte. Mais en revanche, de la pure haine, non, ça, j'avoue que ça me. Il y a quelques années encore, ça pouvait me toucher parce que aussi on a des insécurités en tant qu'humain. Donc il suffit que le mec il touche le bon truc, le point sur lequel tu es un peu plus fragile que les autres, et effectivement ça peut te toucher. Plus trop maintenant, mais comme tu le disais, ça fait 10 ans qu'on fait ça en fait, donc on en a bouffé. Hein. Et d'ailleurs, moi je pense qu'il faut bien expliquer comment on a eu l'idée de ce podcast. C'est pas tellement en réponse aux critiques du podcast lui-même, etc., qui sont quand même majoritairement très bonnes, mais qu'il y ait des gens qui n'aiment pas, c'est normal. Mais c'est plutôt parce que il y a beaucoup de gens qui nous écrivent ou nous disent j'ai peur de la critique, ou ça m'empêche de démarrer quelque chose, ou j'ai peur de savoir ce que mon entourage va en penser, etc. etc. Et en fait, c'est ça que je trouve le plus triste. C'est-à-dire que... Prévoir avant de subir, en fait. Attends, je vais finir ma phrase moi-même. C'était sûr. J'étais sûr, je l'attendais. Et après, je te laisse exposer ta propre pensée. Je t'embrasse. Donc, quand l'avis des autres commence à kidnapper ton action, ça, je trouve que c'est très triste. Et malheureusement, on est beaucoup élevé, conditionné dans l'idée que l'avis des autres doit conditionner nos décisions ou nos actions. Et je trouve ça dommage, en fait. Je pense que à partir du moment où ton action n'entrave en rien ce que peuvent faire les autres ou penser les autres, je vois pas de problème à faire quelque chose. Et l'avis des autres est souvent d'ailleurs en retard sur ta propre passion. Il y a beaucoup de gens qui ont créé des innovateurs, quoi, qui ont créé des choses nouvelles et qui expliquent que s'ils avaient écouté l'avis du plus grand nombre, ils n'auraient jamais rien fait. Et t'as pas besoin de faire un truc hyper innovant. Le principe même de l'innovation et de l'art. Ouais, t'as le droit de créer quelque chose, t'as même le droit que ça ne fonctionne pas, t'as même le droit que ça soit pas terrible. C'est pas bien grave. Et en fait, le fait de faire te permet d'apprendre et d'améliorer et de continuer. Donc, je pense qu'il ne faut pas donner autant d'importance que ça à la vie des autres et à la critique en général. En tout cas, pas au point que ça t'empêche d'essayer. Ouais. Mais même tu as bien raison de dire à la critique en général, parce qu'on parle toujours de cette critique positive, constructive. Moi, je crois que je jette 90% de la critique, même constructive. Simplement parce que je sais qu'on n'a pas les mêmes objectifs, que moi j'ai mon format, j'ai envie de raconter un truc, et je suis très reconnaissant que la personne prenne le temps de m'expliquer comment elle aurait fait, ce qu'elle aurait voulu voir, etc. Mais juste, c'est pas moi. Et même avec des personnes de confiance, je prends un exemple avec Manuel, il y a plein de sujets qu'on partage pas forcément. Il y a des sujets qui, moi, me passionnent plus que Manuel et inversement. Il y a des sujets où j'ai vraiment envie d'entendre justement là ton esprit critique, Manuel, et à d'autres moments, je sais que soit il faut surtout pas que j'aille en parler d'abord à Manuel avant de démarrer le truc, parce que je sais que ça collera pas, ça logera pas du tout. Et souvent, je m'oblige moi-même à démarrer un truc ou à le faire au moins à 90% pour juste venir voir après les gens qui comptent autour de moi et dire regardez ce que j'ai fait, machin. Et souvent, déjà t'es content parce que tu te dis bon, au moins je me suis planté, j'aurais appris quelque chose, etc. Mais je pense aussi qu'il faut différencier, même avec des gens très proches et de confiance, les sujets, nos sujets, enfin tu vois, notre truc à nous, et les choses que tu as envie de partager. Moi, j'accepterai jamais les relations sexuelles avec les animaux. Après, je te laisse. Mais il faut partir du principe aussi que vous avez des haters dans votre entourage. Mais de toute façon, tu as des haters, quoi que tu fasses, au plus proche de toi et tout le temps. Les premiers, c'est ta famille. Alors, alors ça, c'est parce que vous êtes jeune, donc vous avez encore une relation très... J'ai pas dit ça, moi. Alors, c'est parce que tu es jeune et donc tu as une relation très proche de la famille, etc. Je pense que quand on grandit, la famille, c'est un des paramètres, mais c'est plus le seul, et elle n'a pas une place aussi importante qu'on l'imagine quand on vieillit. Mais quand tu diriges une entreprise, dis-toi que tu as des haters dans tes équipes. Ouais. Ah, c'est fou ça, Ils sont pas qu'à l'extérieur. Parce que
un point de vue de créateur, ça serait de dire c'est mes viewers qui sont mes haters. C'est que les commentaires. Et c'est que les commentaires, c'est que les gens qui regardent mon travail, etc. La réalité, c'est pas celle-là. La définition même du management, c'est de canaliser les esprits critiques, les différences de point de vue, les divergences d'opinion, pour malgré tout maintenir un intérêt général, un intérêt collectif qui est supérieur à la moyenne des intérêts individuels et qui unit les gens et qui leur donne encore envie d'agir ensemble malgré leurs différences. Et c'est plutôt sain d'avoir ces critiques à l'intérieur de l'entreprise. Parce que sinon, tu finis en entreprise monolithique qui ne recrute que les mêmes profils, qui viennent que des mêmes écoles, qui pensent tous de la même façon, etc. Et là, c'est la catastrophe parce que c'est de la divergence que naissent les nouvelles idées. Ouais. Après, il ne faut pas que la divergence ou cette critique devienne de la défiance ou de la cabale. Et c'est là où le leadership est très important, c'est-à-dire permettre à la critique de s'exprimer, mais à un moment, décider, acter, trancher, et une fois que la décision est prise, on n'en parle plus, on avance. Et on verra à l'étape d'après si ça a produit les effets qu'on attendait. Mais souvent, c'est contre-intuitif, mais souvent on pense que les chefs d'entreprise essayent de s'entourer de gens qui sont tous d'accord avec eux. Moi, je ne pense pas que ça soit le profil de bon chef d'entreprise que de s'entourer de gens de cette nature. Je pense qu'il faut s'entourer de gens qui sont différents, qui ne sont pas d'accord avec toi, qui n'auront pas peur de te le dire parce qu'ils vont être capables d'exprimer leur différence de point de vue ou leur divergence ou d'aller dans un sens contraire au tien, mais de le dire respectueusement et dans la volonté de te faire avancer dans ton processus et dans tes idées, pas dans la volonté de nuire. Et vous savez que j'aime bien les listes, etc. Alors, je n'ai pas fait de liste numérotée. Oh non, vous pouvez quitter ce podcast. Mais Manuel fait souvent des listes, si vous écoutez les take-outs. C'est vrai. Mais j'ai des points. J'ai des points sur la question de la critique parce que je note souvent plein de trucs qui nourrissent aussi des fois mes newsletters. Et, il a placé sa newsletter. C'est cadeau. Parfait. Et en fait, je pense que le premier point quand on fait face à la critique, c'est déjà d'essayer à travers cette critique, quand tu l'écoutes ou tu la lis, de définir quelle est l'intention de celui qui l'émet. Ouais, ça c'est hyper important. Et en fait, quand tu la lis, tu as déjà une bonne idée de son intention. Si on prend l'exemple de ce que tu as cité tout à l'heure sur le podcast, le mec qui dit, ou la meuf d'ailleurs, je sais pas, qui dit podcast de jeune youtubeur, je sais pas quoi là, 3 points de suspension, c'est quoi l'intention ? Ouais, c'est la condescendance. Voilà. Donc, est-ce qu'il faut apporter de l'intérêt à ça ? Non, pas forcément. Moi, je serais ravi de lire un commentaire construit qui explique qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qui lui plaît pas, pour quelles raisons, etc. Ça, il n'y a pas de problème quand l'intention est bonne. Et il y a un intermédiaire. J'ai lu un commentaire de quelqu'un qui nous disait que on s'adressait à 1% des gens, les gens qui veulent entreprendre, etc. Voilà, ça concerne pas grand monde. L'intention est pas mauvaise, mais elle est pas très intéressante. C'est un fait. C'est pas nocif, mais oui, ce podcast n'est pas fait pour toi, mais en même temps, on n'a jamais prétendu qu'il était fait pour tout le monde. Ah, pas du tout. On s'adresse à une cible précise, donc le commentaire va pas nous servir à grand chose, et en même temps, l'intention est pas mauvaise. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait un podcast et pas une émission à 1 heure de grande écoute sur un grand média, parce que de toute façon, ça intéresserait pas la majorité des gens qui allument leur télé ou leur radio à ce moment-là. Et là, en fait, le fait d'écouter un podcast, c'est déjà un acte de choix. Ouais. C'est-à-dire, personne te demande d'écouter ce podcast. Ah bah, on force personne. Hein. Voilà. Donc, et visiblement, il y en a de plus en plus qui écoutent. Donc, ça a l'air de plaire à des gens. Vous êtes 12, merci à vous. mais par contre, cette critique-là, elle est intéressante. Ouais. Elle est construite, je veux dire. Je pense pas que ça corresponde à 1% des gens. Quand on voit le volume de création d'entreprises en France et la quantité de gens qui veulent devenir entrepreneurs, c'est un peu exagéré. Mais je comprends que ce qu'il ou elle essaye de dire, c'est que ça ne concerne que les gens qui entreprennent. C'est pas de la haine, je pense que c'est un agacement de ne pas se sentir représenté. Et il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'est pas de la haine. Donc on lui fait des bisous, même s'il nous écoute plus. Voilà. T'as un autre point ? Ah oui, d'accord. Okay. Ah oui, on enchaîne sur personne n'a rien à dire, en fait. Merci. Très bien. Vraiment, toi, t'es une merde humaine. Hein. Toi, je peux le dire. Si t'avais un podcast à toi tout seul, j'irais le noter, je mettrais une sale note.
C'est pour ça que je me suis vite entouré de vous dans le podcast, parce que j'avais essayé de le démarrer tout seul. C'était pas fou. Un autre sujet, je pense, qui est important tant pour la personne à qui tu vas t'adresser ou répondre à la critique que à l'audience qui t'écoute, c'est de montrer de la gratitude quand une critique est bonne. Elle est constructive, elle est bien construite. Ça, c'est un truc qu'on fait jamais, nous. Ah, mais ça, c'est. Non, mais Manuel est dingue. Manuel la dernière est fois. Exceptionnel. Non, mais là-dessus. cette semaine, Manuel me dit oh là là, je devais avoir plus d'une centaine de mails réponses à ma newsletter. Je leur ai tous répondu. Il avait envie de. J'étais en mode, mais mec, c'est. En fait, c'est pas du tout parce qu'on ne vous considère pas. En tout cas, je parle pas à la place de Léo. Donc, c'est pas du tout parce que moi, par exemple, je ne considère pas mes abonnés. Au contraire, c'est juste parce que ça fait du coup plusieurs années que je suis habitué à ouvrir Twitter, à voir des trucs bien, des trucs pas bien, ouvrir YouTube, etc. Donc, à un moment, je me suis juste dit, bon, essaie de suivre un peu toi, ta façon de faire, prends des retours quand ils sont constructifs et surtout en physique. Ce que j'adore, c'est quand on rencontre des gens. C'était déjà il y a un moment, une personne qui m'avait parlé du podcast et qui m'avait dit moi j'aime bien, mais l'arrivée de Léo, je suis moins avec Léo en accord et tout ça. Je suis assez d'accord. Et j'étais super content que le mec ose juste dire ça et qu'on en débatte et qu'il m'explique pourquoi est-ce qu'il aimait moins la personnalité de Léo, etc., etc. Et voilà, c'est juste que je fais un peu plus attention du coup à ce qui se passe dans la vie réelle que dans le numérique, parce que finalement on a des chiffres, et puis il y a des chiffres qui sont importants, donc forcément quand tu sors une vidéo, lire 300 commentaires à chaque fois, c'est compliqué. La flemme, quoi. Moi, ça dépend du canal, j'avoue. Sur YouTube, je le fais pas parce que effectivement il y a beaucoup de commentaires et j'ai pas envie de répondre à tous. Je le fais plus sur Twitter parce qu'il y en a quand même un peu moins et je trouve que c'est bien foutu pour ça. Par contre, quand on m'envoie des DM Insta, j'ai pas envie d'avoir 1000 DM Insta. C'est un enfer les DM Insta pour ça. Je préfère qu'ils restent dans les invitations parce qu'après tu peux pas les sortir des invitations, donc ça dépend du canal. Voilà, on a des grosses têtes. Bonjour. Écoute, moi pas du tout. Pour mon canal sur lequel je fais le plus de contenu, qui est ma newsletter, je lis tout ce qui est tout ce qu'on m'écrit. Je ne réponds pas dans 100% des cas parce qu'il y a des trucs, sincèrement, ça n'appelle pas de réponse. Sauf sur manueldiaz.fr. Mais les enfants sont sortis, ça y est, c'est difficile. C'était pas ça. Mais je pense que quand il y a un effort de formulation, ça mérite une réponse. Qu'on soit d'accord, pas d'accord, etc. J'ai déjà reçu des trucs où on me dit je suis pas du tout d'accord avec ce que tu viens d'écrire dans ta newsletter, etc. Je fais quand même l'effort de répondre, en fait, même si je sais que la discussion va pas aller extrêmement loin, en fait, parce que je trouve qu'il y a eu un effort de formulation, que ce qui est dit est construit, qu'il y a une forme de raisonnement, de pensée, etc., avec laquelle je suis pas d'accord, mais c'est pas très grave que je sois d'accord ou pas d'accord. Et puis, on a la communauté qu'on mérite, les gars. Un truc. Quel connard. Un truc que je fais plus, c'est liker les commentaires ou les messages. Parce que je pense que ce qui fait le plus plaisir à la personne, finalement, c'est pas tellement la réponse, c'est de savoir qu'elle a été lue. Je pense que c'est ça qui est le plus important quand t'écris à quelqu'un. Bon, à part si c'est un pote, t'as envie qu'il te réponde. Mais quand t'écris à un créateur, t'as juste envie de lui montrer. Il a désamorcé. T'as juste envie de lui montrer ta gratitude pour son travail. Donc je pense que avoir été lu, c'est vraiment ça qui compte. Du coup, tu montres de la gratitude face à une critique. Comment tu agis quand c'est un pur hater et que tu vois que l'intention est pas bonne? Ah ben, celle-ci, si l'intention n'est pas bonne, c'est donc pas une critique constructive. Si c'est pas une critique constructive, c'est pas la peine de répondre. Par contre, quand quelqu'un a fait l'effort de te construire une critique qui te fait pas plaisir, mais dans lequel tu reconnais qu'il y a une forme d'effort, de travail, de pensée, de construction, il faut, tant pour toi que dans une réunion, par exemple, où quelqu'un va lever la main et dire « Ah tiens, je suis pas d'accord avec ça parce que pour moi, je pense que nanana, d'ailleurs, c'est j'ai tel et tel élément à l'appui de ce raisonnement, etc. etc. » Il y a ce truc caractéristique des Américains dans tous les talks. Tu sais, quand tu as ces TED Talks et qu'à la fin, il y a du Q&A, etc. etc. Ils remercient chaque personne, presque de façon caricaturale, en disant « Merci, très bonne question ». Je déteste les Américains. Et ils font ça tout le temps. Et en fait, c'est juste que c'est pas dans notre culture, mais montrer de la gratitude à quelqu'un qui te pose une question même dérangeante ou quelqu'un qui va critiquer le propos qu'il a entendu, c'est montrer ta capacité à accepter la critique. Et donc, c'est mettre en confiance l'ensemble de l'audience sur le fait qu'ils vont pouvoir discuter avec toi. Oui, du coup, ça ouvre vachement la discussion. C'est le très bonne question à chaque fois qui m'embête un peu.
Voilà, bah ça, c'est parce qu'ils sont un peu Un stéréotypés. peu, ouais. Ouais. Mais pour moi, cette gratitude, elle a été super compliquée à mettre en œuvre sur Twitch, un nouveau réseau sur lequel je suis depuis moins d'un an. Mhm. Et en fait, c'est vrai que par habitude, je pouvais apporter un peu de gratitude quand j'avais une réflexion, le temps d'avoir une réflexion avec un commentaire et autres. Sur Twitch, tu te prends le com dans la gueule et la personne te dit bah non, c'est pas du tout ça. Si tu regardes cet article, etc., t'es là, t'es Tu en le découvres live, en même temps en que tu direct, lis. et t'es en mode bonjour Victor. Oui, alors peut-être, j'ai pas tout regardé et ça te fait un effort. Mais vraiment, c'est crevant de T'avais faire du envie live pour ça. d'insulter des gens au début. Non, mais au début, t'as pas envie d'y faire attention. Et en fait, c'est une vraie erreur. Parce que du coup, tu ne fais pas attention au public qui est là et qui représente du coup la majorité qui vit le... Ça rejoint parfaitement mon prochain point, si on peut faire la transition, qui est que, en fait, ces 2 points sont liés. Il y a 2 points à suivre. Le premier, c'est que il faut contrôler ses émotions quand tu reçois la critique. Ouais. On a tendance à réagir de façon émotionnelle et pas rationnelle. C'est vrai. Et c'est un problème. Parce que cette critique peut être parfaitement recevable. Si tu commences à te vexer comme une petite pute, Carrément, quoi. ça va poser un problème. Donc la critique, elle fait partie du débat. Mhm. Sinon, on se fait tous chier. Mais t'as l'impression que pour le dézinguer, il faut aller vite dans la réponse. Mais non, en fait. Et donc, il faut pas laisser tes émotions driver. Donc, il faut à chaque fois te dire que cette critique, elle n'est pas personnelle, qu'elle s'adresse pas à la personne, mais qu'elle s'adresse à ton travail, ou à ton raisonnement, etc., etc. Moi, j'ai un peu. Alors, pas. Donc pas- ça, c'est mon premier point. Je vais pas le donner le deuxième encore. Pardon, pas dans mon métier, mais personnellement, je sais que ça m'est arrivé plein de fois. Pas de mal réagir en mode insulte et tout, mais de faire une vanne sur une critique qu'on venait de me faire sur ma personnalité et d'y réfléchir après et de me dire peut-être pas trop con ça. Bah oui, mais Je sais que j'ai un mécanisme de défense. Ah, mais c'est de ouf, mais Léo. c'est normal. Et on est tous comme ça. Donc, en fait, je dis pas qu'il n'existe pas, ou voilà, naturellement, on a tendance à se sentir vexé, rabroué, enfin, tu vois, rabaissé, etc., par la critique. Et je pense que tout l'enjeu, c'est de gagner en maturité, de sortir sans gilet pare-balles et dire vas-y, j'ai pas peur. J'ai pas peur de la critique, vas-y, shoot. Ça n'enlève rien à qui tu es. Ouais. Ça enlève peut-être des choses à ton image, à l'image que les autres ont de toi, ou quoi que ce soit. Mais quand tu te rends compte que tu es grandi par l'idée de montrer que tu n'as pas peur de la critique, plutôt que de tacler toutes les critiques, où tu as l'air toi-même d'un hater qui répond à un autre hater. Ça, c'est terrible. Sur Twitter, on voit que ça. Moi, je l'ai fait pendant des années parce que aussi, j'aime bien la punchline et j'aime bien rentrer dans des débats et essayer C'est un jeu pour toi. de trouver le truc pour dézinguer la personne. Mais je sais que j'ai compris que de l'extérieur, ça avait pas une super belle image parce que tu as l'impression que le gars, il a vraiment mal pris et qu'il a envie à tout prix de se défendre et du coup, ça donne envie à d'autres gens de t'attaquer. Ça a très peu de vertu finalement. C'est un combat de rue, quoi. Ouais. Tout ce que vous dites là, ça me fait... Enfin, moi, je me suis posé ces questions-là pendant justement toutes les présidentielles. En voyant tous les candidats, je me suis dit, mais comment est-ce que des êtres humains peuvent encaisser autant et réussir à chaque fois à être sur des plateaux, prendre la parole en public, etc. Alors que peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, tu vas te faire critiquer en masse. En tant qu'être humain, je me suis posé la question de cette responsabilité. Ouais. C'est fou, quoi, comme métier, quoi. À partir du moment où tu t'engages pour des idées, donc t'es censé faire de la politique pour ça, ils le font pas tous pour ça, mais on va estimer que la majorité le font pour ça. Par définition, tu acceptes d'être critiqué, tu acceptes de cliver, parce que forcément, tu sais que l'enjeu, c'est de rassembler le plus grand nombre de votes exprimés autour de tes idées. C'est même pas le plus grand nombre de personnes, en général. C'est pas ça l'enjeu. Et donc, pour ça, tu sais que tu vas te faire critiquer. Et donc, tu n'es pas un acteur de la vie politique sans accepter la critique. Sinon, tu peux pas. C'est impossible. C'est marrant parce que je suis en train de me dire que j'ai créé un parti politique en fait. Buy AirPods. Non mais c'est vrai. Quand tu vois les idées que je défends sur YouTube, je crois que j'ai créé un parti politique. T'as une communauté qui ressemble à celle d'un parti politique. Ouais. Moi, ça me fait avec des godillots qui, de toute façon, défendront toujours ton opinion. Et l'inverse, des gens qui te détesteront parce que tu es
à leurs yeux, l'incarnation du mal. Merci de voter pour moi aux législatives. Mais dans notre secteur, il y a plein de très très gros youtubeurs qui sont suivis par plein de gens et ils sont souvent critiqués dans des soirées entre youtubeurs et tout ça. Et pour autant, tout le monde a vu leur dernière vidéo. C'est fou, Il y a un mec, moi, qui m'a pas mal inspiré à cette époque-là, c'est Thibaut InShape. Parce que c'est quand même un bon exemple de quelqu'un qui en prend tout le temps plein la gueule. Et oui, mais c'est pas un bon exemple de quelqu'un qui inspire quoi que ce soit. Alors, tu vas voir, enfin, moi en tout cas, il y a quelques années, j'avais entendu ça et ça m'avait inspiré. Il avait un recul du coup du fait qu'il en prenait plein la gueule. Il avait dit dans une interview, mais en fait, j'ai complètement dissocié ma personne de ma personnalité publique. C'est-à-dire qu'il dit au bout d'un moment, j'ai considéré que c'était un travail et que c'était la personnalité publique qui devait tout prendre, tout encaisser, et moi je n'ai rien à voir avec ça. Donc c'est quasiment le rôle d'un acteur en fait dans un film. Il a raison pour le coup. Les gens détestent le personnage, mais c'est pas moi qui déteste. Oui, il a raison et j'espère pour lui que sa personne est beaucoup plus intelligente que sa personnalité. Petit message personnel. On a compris que t'étais pas la cible. C'est pas une question de cible, mais il y a des conneries qu'on peut pas dire à ce point-là, à moins d'être totalement décérébré. C'est pas tout à fait faux. Mais à ce moment-là, quand j'ai vu ça, ça m'avait inspiré. Mais je pense que ça, c'est un raisonnement intelligent. Alors, je ne sais pas qui le lui a soufflé, mais c'est un raisonnement intelligent. Donc, je pense que contrôler ses émotions quand on reçoit une critique virulente, c'est un élément important. Tu vois, j'avais des personnalités publiques qui me disaient j'essaye de jamais réagir à chaud. C'est-à-dire que je me fais critiquer, j'attends 24 heures avant de décider de répondre, par exemple. Ça m'oblige à ne pas réagir avec mes émotions. Ça, c'est un super conseil pour le coup. Pour ceux qui... C'est la première erreur. Bah voilà, t'es pas obligé de répondre à un tweet tout de suite, t'es pas obligé de répondre à un commentaire tout de suite. Tu peux laisser passer un peu de temps pour décider de comment tu vas réagir ou comment tu ne vas pas réagir. Alors, c'est ce que j'allais dire. Déjà, t'es pas obligé de répondre. Et même si plusieurs heures après, t'as toujours envie de le tabasser, ça t'a au moins laissé le temps de mûrir ta réflexion et de mieux formuler la façon dont tu vas le tabasser. Parfois, ça fait même, pour moi, partie d'une to-do. C'est-à-dire qu'il y a, pour exemple, un email que j'apprécie pas du tout, qui arrive avec une idée où j'étais trop content et ça me dézingue et j'aime pas du tout le truc. Souvent, je copie-colle juste le lien de l'email et je me dis répondre à machin demain. Tu vois. Mais toi, prendre ta douche, ça fait partie de ta to-do, donc c'est pas un bon exemple. D'accord, très bien. Mais je pense que c'est un vrai bon conseil et qu'il faut se forcer de appliquer ça parce que ça évite des tonnes de conneries. Moi, j'ai déjà, par le passé, réagi très vite à des choses parce que moi, j'aime pas les trucs qui traînent, machin et tout. Donc, et à un moment, j'ai beau ne pas aimer les trucs qui traînent, j'aime encore moins les trucs complètement cons. Donc, j'ai fini par faire ce trade-off et me dire, bon, finalement, ça peut attendre 24 heures parce que c'est pas urgent. Et si demain, on produit quelque chose de plus productif et de plus intelligent, bah, c'est pas plus mal. Je crois aussi qu'il y a des gens avec qui il est utile de débattre et des gens avec qui ça ne sert à rien. Et surtout des lieux. Alors tout à fait, je vais y venir un tout petit peu plus tard. Moi, juste avant, j'avais un dernier signal, c'était l'horaire à laquelle on regarde ça. Si t'as fait une énorme journée, que t'es mort, etc., répondre à une critique, même si tu te dis que c'est le bon moment, après une journée de merde, ou répondre à un email un peu chiant et autre dès que tu viens de te lever le matin, pas ouf. Moi, ça m'a fait beaucoup défaut, par exemple. Je suis content que tu le reconnaisses, parce que moi, c'est la raison pour laquelle parfois je réponds pas à vos messages, c'est que c'est pas le bon moment. Non, ça n'a rien à voir, ça. C'est juste que t'es un connard. Non, c'est vraiment une question de mood. Non, il n'est pas un mood pour nous répondre, espèce d'enculé. Bien sûr. Moi, je m'en fous, je me sens pas concerné, il me répond toujours. Voilà, ferme ta gueule. Particulièrement toi, il y a un mood pour te répondre. Non, mais vraiment, c'est juste que parfois, je suis pas dans le mood, donc, mais ça s'applique pas qu'à la critique pour moi, ça s'applique à tout en fait. Mon point d'après, parce que ça sera plus intéressant que cette partie-là, c'est un truc qui est pas intuitif, mais je pense très puissant. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur Twitch, en disant je me prends un commentaire d'un mec qui dit mais non, c'est pas du tout ça, regarde, t'as pas lu cet article, t'as pas cette info, etc. Je pense qu'il faut s'excuser pour son ignorance. Et ça marche d'enfer pour le coup. Parce que non, mais sincèrement, oui. C'est-à-dire que c'est pas une technique. Je pense que quand on est ignorant, on doit s'excuser. Et si quelqu'un contrecarre ta pensée avec plus de connaissances ou te permet justement d'être un peu moins con, même s'il le dit pas bien ou de façon agressive,
eh bien, il faut toujours s'excuser pour son ignorance. Tu t'excuses pas tellement pour ton ignorance. Tu t'excuses d'avoir pris la parole malgré ton ignorance. Ouais, tu t'excuses pour avoir affirmé un point de vue qui finalement n'était pas très bien nourri, en fait, tu vois. Et donc, et je pense en plus que ça a cet effet bénéfique en miroir que du coup, ton interlocuteur redescend tout de suite dans les Clairement. tours et dit ah ouais, bah attends, tout de suite, il accepte que des gens en savent plus que lui là-dessus et ça lui pose pas de problème. Mais même juste de dire, bah t'as raison, je me suis trompé. C'est tellement dur à faire. Ah ouais, mais cette phrase, elle met du temps C'est à tellement arriver. dur. En fait, le problème, c'est que Alors qu'elle ne coûte rien. Hein. Ouais, mais t'as envie de savoir, t'as envie de montrer à l'autre que tu sais, que t'as envie de Bah oui, débattre, mais etc. il faut sortir du paraître et des postures. il y a un truc aussi, c'est quand c'est numérique, que ce soit par message, par mail ou sur Twitter, tu n'as pas le ton de la personne en face. Et du coup, tu peux très vite considérer que c'est agressif. Et ça encourage pas à lui dire bah t'as raison, je me suis trompé. Surtout quand tu sais pas écrire français, c'est encore plus difficile pour certains. Oui, d'ailleurs, vous m'emmerdez avec ces histoires de points à la fin des phrases et tout ça, c'est vraiment générationnel. Ah, mais par exemple, c'est un bon exemple. Le point, il y a des recherches à la fin d'une phrase par message, il y a des recherches qui prouvent que la plupart des gens considèrent que c'est froid comme message. Et puis moi, c'est tout récent que j'accepte le OK à tes messages manuels. À l'époque, tu m'envoyais OK, j'avais l'impression que tu me faisais la gueule. J'étais complètement matrixé. Mais je le dis, je l'avoue. T'es vraiment. Bah, écoute, moi j'écris en français, donc c'est-à-dire que les Mais non, phrases ont un début, une bien fin, sûr, bien sûr. Il y a un point à la fin des phrases. Mais t'es t'envoies habitué. des petits cœurs. Voilà, c'est Ouais, ça, tu vois. si Voilà. tu files, Non, mais tout ça, c'est bon, c'est OK fini. cœur. Mais le adulte. OK point, Mm. genre moi, c'est un truc qui peut me traumatiser hein, sur un prochain. Je me dis, OK, il a un problème, quoi. Mais parce qu'on t'a appris que dans une relation amoureuse, ça voulait dire autre chose. Exactement. C'est pour ça. C'est vrai. Et, Sur Tinder, c'est pas la même chose. Hein. Ouais. OK point que DAC avec un cœur, quoi. OK, Ça point, veut pas dire la même chose. Hein. C'est foutu. c'est d'accord, mais bon, moi j'ai pas de relation amoureuse. Digital. Non, mais ni dans le travail, ni ici. Donc, écoute, je réponds de façon efficace et claire. Pour moi, une bonne réponse, c'est il n'y a pas d'interprétation à la question qu'on t'a posée. Ouais. Donc, on t'a posé une question, tu donnes une réponse, il n'y a pas de mauvaise interprétation possible de la réponse. Mais le Voilà. problème vient sûrement du fait qu'on ne dit pas assez les choses. Ça, Donc, c'est sûr. quand quelqu'un te dit OK point, tu te poses la question, est-ce que ça veut vraiment dire OK ou est-ce que ça veut dire qu'il est fâché ou qu'il n'a pas aimé mon message? Et ça, c'est terrible. Je me non, suis parce pris que plusieurs fois la tête pour ça. Moi. Après, si on continue ce que disait Romain, moi, quand je suis fâché avec quelqu'un, on le sait très vite. Hein. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas marqué OK point. Il y a des tonnes d'autres trucs, mais je t'explique pourquoi ça va pas. Quoi. Tu dis OK connard. Par exemple. Non, il répond pas. C'est déjà pire. c'est déjà Alors plus voilà. clair. La En fait, non-réponse. ça c'était un autre de mes points. C'est que je pense qu'une arme qui n'est pas assez utilisée, c'est le silence. Je ouais. pense que c'est la plus redoutable. Elle est horrible, cette Et arme. moi, c'est ma préférée et je pense que c'est celle avec laquelle je suis le plus à l'aise. C'est-à-dire que je n'ai aucun problème à ignorer quelqu'un qui ne produit pas de valeur dans la conversation et il va pas tenir longtemps. Parce que là, Léo s'est donné comme défi de ne pas répondre. Mais T'es vraiment une merde. Romain va J'ai pas rien fait. tenir. Et donc, ça, enfin, il faut aider les gens à se dire qu'ils n'ont aucune obligation à répondre point par point à chaque truc qui est avancé, etc. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Je crois que je parle beaucoup des réseaux parce que moi c'est là que je vois le plus de haters. Et de Mais gens. Je crois que c'est pas faux. Je crois que non, je ravalais ma salive. Oui. C'était une blague. Je crois que quand tu réponds, c'est parce que tu considères que laisser un commentaire comme ça sans réponse, c'est lui donner raison, alors que personne ne le verra. En fait, personne va aller voir le commentaire de ce mec en disant « Ah bah il a pas répondu parce qu'il savait pas quoi répondre. » La meilleure façon En de lui revanche, donner de si tu l'importance. réponds- Exactement. Il va dire « Ah bah il donne de l'importance à ça, ça veut dire que ça l'a touché. » Donc effectivement, il faut parfois le meilleur débat, c'est de ne pas débattre. Si vous voulez des bons exemples, allez sur le profil de Elon Musk. Et des voilà, très ça bonnes y est, réponses. le bingo, Ça n'aura pas mis le longtemps. bingo take-out. Vous pouvez cocher la prononciation de Elon Musk dans la bouche de Romain, c'est fait. Dans chaque épisode, je pense qu'on a Elon Musk. Oui. Après, c'est Warren Buffett. Ouais. On tourne vite en rond, d'ailleurs. C'est comme quand tu nages avec un seul bras. Je viens de comprendre. Donc j'avais un autre point, c'est toujours considérer la critique pour ce qu'elle dit
et pas la façon dont c'est dit. Ah, ça, c'est dur, parce que quelqu'un qui te parle comme une merde. Bah, tu peux lui éclater sa gueule et après tu réfléchis, quoi. Ouais, alors c'est pas ce qu'il a dit. Ah, pardon. Tu peux répéter, histoire qu'on soit bien sûr, Manuel. C'est-à-dire qu'il faut toujours considérer le fond et pas la forme. Ouais, bah tu peux lui péter sa gueule et après réfléchir, quoi. Donc il y a des fois des choses qui sont très mal dites, mais qui sont vraies. Et c'est pas parce que c'est mal dit que c'est agressif, que c'est pas modéré ou que la structuration ou je sais pas quoi est mal foutue, que il n'y a pas un fond de vérité dans cette affaire. C'est un peu ma spécialité, ça, non? Et oui, et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est que si tu lui réponds en étant courtois et en le remerciant, en lui exprimant ta gratitude, il va être beaucoup plus apaisé. Normalement, oui. Alors qu'il attendait une réponse un peu plus sèche. D'ailleurs, moi, il y a plein de gens à qui je réponds, pas forcément très gentiment, mais qui se rendent compte que j'ai pu lire ce message et qu'il y avait un humain derrière, et qui tout de suite sont « Ah, désolé si sur la forme j'ai été un peu... C'est fou, hein. Des gens qui envoient un commentaire et qui se disent « C'est une bouteille à la merde, de toute façon, personne va la lire. » Et ils se rendent compte que si, c'est possible. Mais moi, j'ai à peu près épuisé ma liste, mais j'aurais plein d'autres trucs, mais c'est les points principaux, on va dire. Mais je pense que tout vient aussi du fait que on agit de façon anonyme sur Internet. Ouais. Je pense que vous avez longtemps fait dans notre discussion le parallèle avec la vraie vie, etc. Dans la vraie vie, t'es pas caché derrière un avatar avec une fausse carte d'identité ou je sais pas quoi. T'es obligé d'assumer, en fait. Sur Internet, c'est pas le cas. Sur Internet, tu peux avoir la tête de Mickey, t'appeler Josiane86 et balancer les pires horreurs. Et ce côté lettre anonyme a tendance à désinhiber les gens. Mais d'ailleurs, tant et si bien, puisqu'on est dans l'actualité de Twitter, etc., que je pense que il y a certaines plateformes pour les faire monter en niveau, il faudrait avoir un contrôle d'identité. Gros sujet, ça. Hein. Bah non, tu la tues, la plateforme. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Gros sujet, ça. Tu la tues, mais en fait, tu la tues de quoi, en fait? Alors que tu vas garder les gens qui assument leurs propos? Bah non, mais tu vas aussi garder les gens qui aiment bien certaines thématiques et qui ne l'assumeraient pas. T'as des gens qui... c'est ton problème, Romain, mais... Non, mais c'est vrai. Non, moi, je suis... Non, moi, gros sujet, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Même si, ce serait la solution. C'est une solution. Après, il y a une autre solution. Enfin, il y a plein de gens qui ont réfléchi à ces sujets-là. Mais il y a une autre solution qui est de dire, OK, je ne divulgue pas l'identité de celui qui parle. Mais par contre, la plateforme détient le lien entre son pseudo et son identité pour que quand quelque chose d'illégal se passe, ou quand une réclamation a lieu, on puisse remonter à l'identité très facilement. Ouais. Plus facilement que par je saisis le fournisseur d'accès, je remonte l'IP, donc du coup je reviens à l'identité, etc., qui est un voyage un peu compliqué, alors qu'en réalité, tu pourrais parfaitement donner ton ID et ensuite choisir un pseudo. Je suis pas sûr qu'Elon Musk aille dans cette direction. Non, d'ailleurs, il s'est prononcé là récemment pour dire qu'il fallait redonner son compte Twitter à Donald Trump. Ouais, qui ne veut pas revenir. Alors ça, c'est parce que l'autre... Il a monté son réseau social. L'autre, il nous fait un peu de facétie, il se fait désirer. Mais tu verras qu'il reviendra d'une façon ou d'une autre. Mais je pense que, pour le coup, Elon Musk a raison. C'est-à-dire que c'est pas en muselant les gens que tu muselles leur idée ou leur capacité à parler. C'est pas vrai. Mais d'ailleurs, avant Internet, on n'utilisait pas le mot haters, en fait. T'avais des gens qui t'aimaient pas, mais t'avais pas de haters, ça n'existait pas. Non, Internet c'est un concept totalement nouveau. Leur a permis d'exister en tant que tel. C'est-à-dire qu'ils ont un terme comme les youtubeurs. Ouais, c'est un métier. C'est leur profession. C'est ça. Ça pourrait. Sauf que j'ai pas l'impression qu'ils en vivent. Alors, non. J'ai pas l'impression qu'ils s'épanouissent avec cette activité. Alors, si. Je suis pas sûr. Manuel, on t'a pas demandé. Nous, on en a beaucoup parlé parce que c'est le sujet le plus connu des haters face aux youtubeurs, etc. Parce que vous prenez pour des restats. Toi qui as un business de vieux, c'est-à-dire un business qui gagne de l'argent, tu veux dire? Est-ce que c'est bien envoyé, connard? Est-ce que ta boîte, c'est très bien envoyé, ou même toi, avait des haters? Bah bien sûr. Plein. Comment ils se matérialisent? Bien sûr. Qui sont ces gens? Où est-ce qu'ils s'expriment? Et
Bon, Qu'est-ce d'un coup qu'ils de fil. expriment? Bien sûr, il y a des gens qui n'aiment pas l'agence, il y a des gens qui n'aiment pas que moi, en tant que dirigeant, une parole très libre, que je n'ai pas de problème à faire le grand écart entre parler avec des patrons du CAC 40 et faire un podcast avec des youtubeurs. Qui ça? Il y en a plein. Il y a des gens qui ont énormément critiqué ce que j'avais commencé à faire avec YouTube au tout début, qui m'a permis de comprendre la vie des youtubeurs et de faire naître Imakina Influx au bout d'un moment, parce qu'il fallait que je comprenne en faisant quelle était cette économie et comment elle C'est vrai, fonctionnait. c'est intéressant ça. Tu as été toute ta vie entrepreneur. Mhm. Au bout d'un moment, tu as lancé une chaîne YouTube. Est-ce que ça s'est décuplé à ce moment-là? Parce que du coup, tu étais forcément plus public. Oui, alors moi j'ai fait on va se détendre, j'ai fait un contenu B2B qui parlait d'entrepreneuriat sur YouTube. Autant Bien te sûr, dire mais que tu avais ça quand même une déchaîne pas section les de fous. commentaires. Tu avais Ouais. un endroit qui permettait ce truc-là. Mon écosystème business, donc mes partenaires, d'autres dirigeants de boîtes, certains clients, etc., regardaient pour la plupart la chaîne YouTube avec curiosité en se disant mais qu'est-ce qu'il fout, il a pété un plomb, hein, pourquoi il fait des vidéos, etc. Puis en B2B, c'est très mal vu de se montrer face caméra. Ouais. C'est-à-dire que le succès est toujours collectif et l'échec est toujours individuel. Ouais. Ça, c'est plutôt bien comme leitmotiv. Fais ton travail en silence, la réussite se chargera du bruit. Exactement, magnifique. Et donc, la parole incarnée, ne pas avoir peur de se mettre face caméra et de donner tes idées, etc., ça, c'est un truc qui est pas très bien vu de façon générale dans le monde de l'entreprise. Mais c'est la différence entre quelqu'un qui dirige une boîte qu'il n'a pas créée et qu'il ne détient plus, ou qu'il ne détient pas, ou qu'il n'a jamais détenu, et un vrai owner, c'est un fondateur qui continue à diriger sa boîte. Moi, j'ai pas de problème à parler au nom de la boîte ou au nom des gens qui sont associés avec moi et qui continuent à la diriger. Donc une boîte autre que Apple peut avoir des haters. Bien sûr. Et est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Non, c'est une très bonne nouvelle. Moi, je suis très content que dans le marché de la communication digitale, il y ait différentes offres de services et je suis très content que Imakina soit pas fait pour tout le monde, parce que l'agence, on l'a construite pour qu'elle ne soit pas faite pour tout le monde. Je pense que quand tu as un produit qui satisfait la plus grande majorité des gens, c'est que c'est un produit qui finalement a assez peu de personnalité. Ouais, moi j'avoue, c'est pour cette raison que je suis très content d'avoir des haters, même si c'est pas toujours agréable à lire, mais je sais que je fais au moins quelque chose de différent, et je sais aussi que j'ai fait des choix. Je pense que quand t'as des haters, c'est parce que t'as fait des choix, et que y a une communauté à laquelle t'as pas envie de parler, parce que c'est pas le message que t'as envie de raconter, c'est pas le public que tu cibles. Donc je pense qu'à partir du moment où tu fais un choix, et qu'il est assez marqué, et que tu dis des trucs qui sortent un peu du lot, et qui sont pas complètement inutiles, qui sont pas complètement fades, t'as forcément des haters. Moi, je pense que j'ai juste un moyen à chaque fois d'essayer d'échapper. Tu sais, quand il y a un truc qui marche pas ou que les gens critiquent, je me dis, wow, de toute façon, tous se faire enculer, moi je fais mon truc tout seul, ça marchera très bien. Et ça met beaucoup de temps à processer ça. Ah ouais? Ouais, pourtant je sais que c'est important, et ma chaîne le reflète bien quand même. Tu vois, je suis passé par plein de phases différentes, plein de passions différentes. Bon, c'est compliqué de tenir une audience pendant plus de 10 ans, donc tu fais face à tout ça. Et plus tu grandis, plus tu y fais face, parce qu'il y a des gens qui vieillissent différemment, avec différentes passions, avec différents moyens, qui n'arrivent plus à te suivre, etc. C'est pas évident, mais je sais pas, ça me touche différemment. Je sais pas, c'est pas moi, ça fait pas du tout partie des premiers critères que je vais regarder du tout, quoi, tu vois. Moi, j'ai un exemple assez concret, c'est le fait que je parle vite en vidéo. J'ai beaucoup de gens qui me le font remarquer, et parfois de manière assez virulente. Bon, l'exemple, le commentaire qui est le plus lu, c'est « T'es en train d'apprendre ?» Quelle horreur, quel beauf. Ça, je l'ai beaucoup eu. Et en fait, ce que je dis aux gens quand ils m'en parlent, c'est je leur dis « T'es pas concentré. Tu parles pas si vite que ça. Si tu m'entends pas, c'est parce que tu fais autre chose. Et qu'en fait, tu loupes 20 secondes de la vidéo parce que, je sais pas, tu regardes ton chat qui fait une connerie, ou alors t'es sur un onglet en train d'acheter un truc sur Amazon, et si t'es pas concentré, tu mérites pas d'écouter ma vidéo. » C'est un choix qui est assez drastique, j'en ai conscience. Mais je dis un truc où chaque mot est important parce que je me suis fait chier à l'écrire, et j'ai fait en sorte que chaque phrase soit hyper essentielle à la construction de ma vidéo et pour que tu la comprennes. Si pendant 20 secondes, t'étais occupé à faire autre chose, c'est que t'es pas si intéressé par mon sujet, donc change de vidéo. Est-ce que t'as compris, Jean-Philippe,
J'espère qu'il aura compris. Merci. Je Léo. te remercie pour cette intervention. Merci, Robert. Ouais, je pense que tu as raison, Léo. Je pense que c'est une façon de gérer ce qu'on fait au quotidien et de mériter l'attention. C'est toute la différence entre l'audience et l'attention. Se battre pour avoir de l'audience, c'est super. Se battre pour avoir l'attention de son audience, c'est beaucoup mieux. Ayez des haters, faites des choix. Merci les gars. La bise. Bye bye.